Un coup de poing en plein jour, en pleine mâchoire du policier qui l'avait piégé 5 ans plus tôt. La foule se fige. Du sang gicle sur le béton. Mais derrière ce poing se cache une histoire que personne n'a vu venir. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'ils l'ont enfermée. Aujourd'hui, elle est libre et confrontée à l'homme qui lui a volé son avenir. Ce qui se passe ensuite n'est pas seulement une revanche. C'est une bataille pour la vérité dans une ville qui autrefois fermait les yeux. Cette femme n'est pas brisée. Elle n'est pas amère. C'est la seule personne capable de tout faire tomber. Et elle le fait sans élever la voix. Restez avec nous, car cette histoire va bien au-delà d'un titre. Et croyez-nous, vous n'en verrez pas la fin venir. Dites-nous à quelle heure et d'où vous écoutez. Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ce sont des histoires qui méritent d'être entendues. Le soleil était impitoyable ce jour-là, bas et dur comme la lumière d'un tribunal braqué sur les innocents. Le genre de chaleur qui colle les chemises au dos et rend chaque respiration pesante comme si le monde lui-même observait, attendant que quelqu'un craque. À l'entrée de la gare routière du centre-ville, là où se croisent pieds fatigués et longs après-midi, une jeune femme se tenait debout. Silencieuse. Immobile. Immobile comme une statue sculptée par les années qu'on lui avait volées. Elle était grande. Mince. Pas plus de 22 ans. Mais avec une présence qui se faisait remarquer. Un regard perçant. Une veste en jean délavé, de taille trop grande. Et un feu sous le silence que seule la vie derrière les barreaux pouvait enseigner. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches, non pas parce qu'elle avait froid, mais parce que c'était devenu un instinct. Garde tes mains là où personne ne peut t'accuser. Sois prudente dans ta respiration. Garde le regard droit devant toi. Asha Coleman avait attendu ce moment pendant 5 ans, même si elle ne l'avait pas connu jusqu'à présent. La gare était animée d'une manière qui semblait ordinaire. Un homme en costume froissé consultait les informations de son téléphone. Une grand-mère ajustait sa canne. Un groupe de lycéens riait trop fort près des distributeurs automatiques. La vie avait continué, comme toujours. Complètement inconsciente que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire, là, sur cette dalle de béton fissurée. Et puis elle l'a entendu. Le rythme lourd et reconnaissable des bottes avec autorité. Pas pressé. Pas décontracté. Juste la cadence suffisante de quelqu'un qui croit que le terrain lui appartient. Asha ne leva pas les yeux au début. Elle connaissait trop bien le son. Son corps réagit avant son esprit, la colonne vertébrale se contracta, le rythme cardiaque ralentit, un souffle se bloqua entre ses côtes. Eh bien, fit la voix. Tout en gravier et en dédain, comme s'il mâchait quelque chose de pourri. Je ne pensais pas te voir sortir de ta cage. Les mots fendent l'air comme une lame aiguisée par des années d'utilisation. Elle leva lentement les yeux, non pas par peur, mais parce qu'en agissant trop vite, elle risquait d'oublier qui elle était désormais. D'oublier ce que signifie la retenue. Et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pas plus. L'agent Matthew Dorn. Plus âgé. Plus grisonnant. Mais exactement comme dans ses souvenirs. Mâchoire carrée. Lèvres toujours légèrement retroussées de mépris. Yeux bleus qui scrutaient les gens comme des objets. Ce badge, brillant comme une permission de ruiner la vie de quelqu'un. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste regardé fixement. Parce que parfois, le silence est plus fort que la fureur. Plus lourd que la rage. Tu es toujours en colère à cause de ce petit malentendu, dit-il, ricanant, s'approchant juste assez pour tester ses limites, mais pas assez pour enfreindre la loi. Tu devrais être reconnaissante. La prison rend les filles comme toi plus fortes, non? Les doigts d'Asha se recroquevillèrent dans la poche de sa veste. Elle sentit le bord lisse de l'enveloppe qu'elle portait encore. Celle qui disait « innocenté ». Celle qui aurait dû signifier « liberté ». Mais en se tenant à nouveau ici, sous son ombre, elle réalisa que cela signifiait quelque chose de complètement différent. Ses yeux se plissèrent. Le bruit autour d'elle s'estompa, le grondement des moteurs de bus, une toux, un klaxon au loin. Mais tout ce qu'elle entendait, c'était l'écho de ses cris de 17 ans, ce jour-là. Menottée sur le sol d'une épicerie pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Et lui, debout au-dessus d'elle, qui lui disait « Vous faites toujours l'innocent ». Et peut-être qu'elle aurait pu s'en aller. C'est peut-être ce qu'une personne guérie aurait fait. Mais la guérison ne signifie pas toujours le silence. Parfois,
la guérison s'accompagne de cicatrices qui brûlent plus fort lorsqu'elles sont exposées à la même flamme. Elle fit donc un pas en avant. Un seul. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit doucement, « Tu pensais que je resterais petit ?» Il cligna des yeux, troublé par son calme. « Quoi ?» C'est à ce moment-là qu'elle a déménagé. Pas en un éclair. Pas comme dans les films. Mais avec le genre de précision qui résulte de 5 années de tirs étouffés. Son poing droit, serré comme s'il portait le poids de chaque salle d'audience qui ne l'écoutait jamais, s'abattit violemment et proprement sur le côté de sa mâchoire. Sa tête pivota brusquement. Ses genoux fléchirent. Il tomba comme une pierre au sol. Le sang noircissait déjà le bord de sa lèvre avant que son dos ne touche le trottoir. Des halètements ont éclaté. Une tasse de café s'est brisée. Quelqu'un a crié. Un téléphone est tombé au sol avec fracas tandis que les passants reculaient instinctivement. Et pourtant, Asha restait là où elle était. Ne bouge pas. Ne tremble pas. Pas désolé. Elle baissa les yeux vers lui. Non pas avec triomphe, mais avec une tristesse sourde. Celle qui survient quand la seule personne qui vous doit des excuses s'effondre enfin et qu'on réalise qu'aucune excuse ne viendra jamais. Une femme à proximité a dit doucement, « Est-ce qu'elle vient d'assommer un policier ?» Quelqu'un d'autre murmura, « Il lui a dit quelque chose. » Je l'ai entendu. C'est lui qui a commencé. Les téléphones enregistraient déjà. Les images se propageaient comme une traînée de poudre. Mais Asha s'en fichait. Elle ne jouait pas. Elle était présente, pour la première fois depuis 5 ans. Sa voix. Son corps. Son choix. Plus rien de tout cela ne leur appartenait. Des sirènes hurlaient au loin. Des éclairs rouges et bleus scintillaient faiblement dans la brume du soleil. Elle n'a pas couru. Elle n'a même pas regardé autour d'elle pour trouver une sortie. Au lieu de cela, elle s'accroupit près de l'homme qui lui avait volé la moitié de sa jeunesse. Elle regarda son visage inconscient et murmura, « Maintenant, on est quitte. » Un agent de sécurité s'est approché, nerveux. « Mademoiselle, vous, restez là. La police arrive. » Elle s'est dressée de toute sa hauteur. « Laissez-les venir, dit-elle. Je n'ai rien à cacher. » Et tandis qu'elle se tenait sous le soleil impitoyable, entourée de peur, de confusion et de 1000 regards, Asha Coleman comprenait quelque chose de plus profond que la liberté. Elle a compris que la justice ne frappe pas toujours poliment. Parfois, il entre directement par la porte d'entrée et laisse quelqu'un à plat ventre. Et elle ne s'excuserait pas d'en être le messager. Des pages et des pages. Parfois, elle les écrivait aussi à sa mère, imaginant que la femme pouvait encore les lire. « Aujourd'hui, j'ai mangé des spaghettis qui avaient le goût de la colle, » écrivait-elle. « Aujourd'hui, j'ai vu une fille se faire jeter en isolement pour avoir dit des choses injurieuses. » Mais parfois, elle écrivait des choses comme « Je ne suis pas fou. Je me souviens de qui je suis. » Juste pour voir les mots reprendre de la place. Juste pour sentir qu'elle était toujours quelqu'un qui méritait d'être rappelé. Un après-midi, 2 ans plus tard, elle a rencontré un bénévole qui a tout changé. Mademoiselle Herrera. Une femme plus âgée aux yeux fatigués et au genre de chaleur qui rendait même la journée la plus froide moins cruelle. Elle enseignait l'écriture créative à la bibliothèque 1 fois par semaine. Au début, Asha n'y est pas allée. Mais quelque chose dans l'idée de raconter son histoire, sa vraie histoire, la tirait sur les côtes comme un fil qu'elle ne pouvait s'empêcher de tirer. Dans cette pièce, avec des crayons bon marché et du papier usé, Asha a commencé à écrire. Au début, c'était maladroit. Alors c'était cru. Et finalement, c'était la vérité. Il a menti, a-t-elle écrit. Je n'ai jamais touché cet homme. Mais il voulait prouver quelque chose, et je l'ai fait. Mademoiselle Herrera l'a lu, l'a regardé dans les yeux et a dit. Tu continues à le dire. Le monde a une façon d'écouter à la fin. Et peut-être qu'elle n'y croyait pas encore. Mais c'était suffisant pour continuer. 5 ans se sont écoulés. Elle a grandi. Sa voix plus grave. Son regard est plus perçant. Elle a lu la jurisprudence à la bibliothèque. J'ai appris comment fonctionnent les appels. Comment se déroule réellement l'exonération. Quand sa date de sortie est arrivée, elle n'a pas pleuré. Elle se tenait juste à la porte de sortie. Serrant un dossier avec la signature du juge et une lettre d'une équipe juridique bénévole qui avait trouvé les images. Les images même que son avocat n'avait jamais demandées.
Et tandis que la porte s'ouvrait en bourdonnant, elle entra dans la lumière du soleil pour la première fois depuis près d'une demi-décennie. Son ombre s'étendait loin derrière elle. Mais elle n'a pas regardé en arrière. Elle a juste murmuré. Je me souviens. Et marcha vers ce à quoi la justice pourrait finalement ressembler. La porte s'ouvrit avec le même bourdonnement mécanique sourd qu'elle avait entendu 1000 fois. Mais cette fois, cela signifiait quelque chose de différent. Cette fois, ce n'était pas un contrôle de comptage. Ou un appel de repas. Ou un garde traînant quelqu'un en isolement. C'était son nom qu'ils appelaient. Et c'était son heure de franchir définitivement ces murs de béton. Elle se tenait là, vêtue de vêtements délavés et de baskets fournis par l'État. Elle tenait un dossier en papier craft pressé contre sa poitrine comme s'il pouvait disparaître si elle relâchait sa prise. L'officier à la porte l'a à peine regardé. J'ai juste tapoté un presse-papier et j'ai murmuré. Signé ici. Sa voix était ennuyée. Routine. Comme si laisser quelqu'un s'en sortir après 5 ans de temps volé ne signifiait rien de plus que de passer l'inventaire. Elle a signé sans cligner des yeux. Puis il ouvrit la porte extérieure et s'écarta. Et pour la première fois depuis une demi-décennie. Asha Coleman est entrée dans un monde sans serrure sur les portes. L'air du matin frappait sa peau comme quelque chose d'inconnu et de sacré. Croustillant. Ouvrir. Large. La lumière n'était pas celle des lampes fluorescentes qui bourdonnaient dans les couloirs. Il faisait chaud et irrégulier. Peindre des ombres le long du trottoir. Attrapée dans ses cils. Les sons la submergeaient. Des oiseaux qu'elle n'avait pas entendus depuis des années. Le grondement des camions sur la route. Quelqu'un vraiment rit au téléphone à proximité. Elle resta là pendant une longue minute. Je respire juste. Laissant tout cela peser sur elle comme une preuve qu'elle était toujours là. Toujours réelle. Une berline argentée s'est arrêtée lentement sur le trottoir, comme si elle n'était pas sûre d'être censée être là. La fenêtre s'est baissée et une voix familière a appelé. Tu vas juste rester là, ou entrer avant que quelqu'un ne change d'avis? Asha sourit. Le premier vrai depuis ce qui m'a semblé une éternité. C'était Malikika. Sa meilleure amie d'enfance. Celle qui lui tressait les cheveux et lui passait ses notes pendant les cours d'algèbre. Maintenant, je porte un blazer, de fossile et l'expression fatiguée de quelqu'un qui a travaillé trop d'heures dans un cabinet d'avocat. Mais il s'est quand même présenté quand il le fallait. Asha s'est glissée sur le siège passager. J'ai fermé la porte avec précaution. Comme si elle avait peur qu'il disparaisse derrière elle. Tu t'es coupé les cheveux, dit-elle en jetant un coup d'œil de côté. Malikika rigola et tendit la main pour lui serrer le bras. Tu as grandi, répondit-elle. Et plus dur. Asha baissa les yeux sur ses mains et dit doucement. J'ai dû. Ils ont conduit en silence pendant un moment. Pas le genre gênant. Mais le genre lourd et respectueux qui laisse tout respirer. La radio était basse. Le jazz fredonne comme s'il avait peur d'interrompre. Dehors, le monde allait trop vite. Les gens se précipitent, klaxonnent, marchent comme si rien n'avait changé. Mais pour Asha, tout avait changé. Chaque arbre. Chaque panneau de signalisation. Chaque feu de circulation semblait désormais avoir une voix qui murmurait. Tu es de retour, mais tu n'es plus le même. Malikika s'est arrêtée dans un restaurant à la périphérie de la ville. Le genre avec des tasses à café ébréchées et des cabines défraîchies et une serveuse qui appelait tout le monde, on. Asha hésita avant de sortir. Est-ce que ça va, demanda-t-elle. Je ne veux rien causer. Malikika a coupé le contact. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as rien causé. Et vous n'avez plus besoin de demander la permission. À l'intérieur, ils ont pris une cabine près de la fenêtre. Asha s'assit, le dos contre le mur, instinctivement. Ses yeux balayèrent la pièce avant de se détendre. Elle n'a pas ouvert le menu. J'ai juste regardé la vapeur qui s'élevait du café de Malikika et j'ai dit. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Malikika a mélangé du sucre dans sa tasse. Haussa les épaules. Commencez par des crêpes. Tout le reste peut venir plus tard. Les crêpes avaient le goût de souvenir. Doux. Doux. Chaud. Asha ne s'est pas rendu compte qu'elle pleurait jusqu'à ce que Malikika tende la main par-dessus la table avec une serviette. Je ne pensais pas que je mangerais à nouveau quelque chose de chaud qui ne soit pas servi sur un plateau, murmura-t-elle.
Je ne pensais pas manger sans compter le nombre de bouchées qu'il me restait. Malikika la laissa pleurer sans interruption. Je suis juste assis avec elle. Jusqu'à ce que les larmes ralentissent. Et sa respiration s'est stabilisée. Puis elle sortit un épais dossier de son sac et le fit glisser sur la table. Voici tout ce que nous avons sur l'appel. Et ça, elle a tourné vers une image imprimée d'une vidéo de sécurité. Granuleux mais clair, c'est le moment où le véritable agresseur a poussé le commis. Horodaté. Daté. Non utilisé dans votre essai. Asha le regarda fixement. L'image floue derrière la chaleur dans ses yeux. Depuis combien de temps le savais-tu, demanda-t-elle. Malikika a répondu. Nous l'avons trouvé il y a 2 ans. Il a fallu autant de temps pour le mettre entre de bonnes mains. Asha toucha le papier comme s'il allait brûler. Il savait que ce n'était pas moi, dit-elle. Il a toujours su. Malikika hocha lentement la tête. Et maintenant, tout le monde fait de même. L'un des passants s'est avancé, son téléphone enregistrant encore, et a dit d'une voix forte, « J'ai tout vu, il l'a provoquée, l'a appelée par son nom, s'est moqué d'elle, elle n'a pas réagi avant qu'il ne la pousse. » Une femme près des distributeurs a ajouté, « C'était personnel, je l'ai senti. Cet homme n'est pas venu ici en policier, il est venu pour la couvrir de honte. » Les officiers échangèrent des regards, pris entre le protocole et la perception, entre l'entraînement et une vérité désormais publique et indéniable. Asha les observa attentivement, lisant leur posture comme elle lisait les gardes lors des inspections, guettant le moment où quelque chose allait changer, mais ce ne fut pas le cas, pas encore. Au lieu de cela, l'un d'eux s'avança et dit, plus doucement cette fois, puis-je vous demander votre nom? Elle hocha lentement la tête, Asha Coleman. Le jeune policier fronça les sourcils en la reconnaissant. Il sortit un petit carnet et dit, vous étiez là, il y a eu une affaire il y a des années. Sa voix s'éteignit, comme s'il venait de relier les gros titres à la femme qui se tenait devant lui. Oui, dit-elle. C'était l'agent qui m'a arrêté. Il a menti. J'ai purgé 5 ans de prison. Je suis sorti il y a 2 mois. Il baissa les yeux vers l'homme qui gémissait à ses pieds, du sang coulant lentement de son menton sur le trottoir. Je pense qu'il faut saisir la justice, dit-il à son partenaire à voix basse. On ne veut pas que ça se transforme en cirque médiatique sans renfort. Vous arrivez trop tard, dit quelqu'un derrière lui. C'est déjà en direct. Des dizaines de téléphones étaient branchés, les caméras tournaient, les commentaires inondaient les réseaux sociaux en temps réel. La justice n'était plus à huis clos. Elle était sur le béton, en plein jour, sous l'œil vigilant d'une ville qui avait trop ignoré pendant trop longtemps. Asha resta silencieuse pendant tout ce temps, son cœur battant à présent, l'esprit clair. Elle n'avait plus peur. Le pire était déjà arrivé. Et, d'une manière ou d'une autre, elle y avait survécu. Ce qui allait suivre n'était pas la survie. C'était la reconquête. Un ambulancier arriva et s'accroupit à côté du policier tombé, lui braquant une lampe dans les yeux, vérifiant son pouls et murmurant, « Il vivra. » Probablement des dents cassées, peut-être une mâchoire fracturée. Asha écouta sans cligner des yeux. Elle ne souhaitait pas sa mort. Ce n'était pas de la justice. C'était juste du sang. L'un des policiers s'est finalement tourné vers elle et lui a dit, « Vous devrez venir avec nous pour faire une déposition. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais c'est compliqué. » Asha a hoché la tête. « Je sais, » a-t-elle dit. « Je n'ai jamais rien connu de compliqué. » Et tandis qu'il la guidait doucement vers la voiture de police, non pas menottée, non pas honteusement, mais avec une précision publique et minutieuse, elle regarda une fois de plus le sang sur le trottoir. La foule regardait toujours, l'homme qui lui avait autrefois volé la vie tentant maintenant de se redresser, la bouche en ruine et sans rien à dire. Ce sang n'était pas une vengeance. Ce n'était pas de la violence. C'était une marque, un rappel, un souvenir public qu'aucun tribunal ne pouvait effacer. Et ce n'était que le début. Les murs étaient d'un blanc cassé, mais leur gris semblait omniprésent dans ses souvenirs, comme si la peinture avait absorbé trop d'histoire et oublié comment refléter la lumière. L'air de la salle de détention vibrait faiblement grâce à un panneau fluorescent suspendu qui vacillait toutes les 3 respirations, projetant une pulsation saccadée sur la table en métal rayée devant elle. Asha resta immobile, les poignets libres mais les épaules crispées, les yeux scrutant le rythme du scintillement comme s'il pouvait lui donner un indice sur la durée de sa détention. Tout dans cette pièce sentait la vieille poussière, le café rassis et une odeur légèrement métallique, comme le bord d'une pièce pressée trop longtemps contre la peau.
Elle ne posait pas de questions. Elle ne faisait pas les 100 pas. Elle ne parlait pas. Elle attendait, tout simplement. C'est ce que la prison vous apprend. Non pas la patience, mais l'art de survivre par le silence. Attendre sans broncher. Réfléchir sans réagir. La caméra dans le coin supérieur clignotait en rouge. Une bouche d'aération ronronnait au-dessus de sa tête. Derrière la porte, quelqu'un toussa dans sa manche, murmurant à quelqu'un trop loin pour l'entendre. Quand la porte s'ouvrit enfin en grinçant, ce fut lentement et délibérément, le genre de lenteur qui ne relevait pas de la prudence, mais du contrôle. 2 détectives entrèrent. L'un, grand et tendu, les menottes pressées et un regard crispé. L'autre, plus âgé, plus corpulent, avec une haleine de café et un bloc-notes qu'ils n'avaient jamais ouvert. Ils tirèrent des chaises, frottant le métal contre le béton, et s'assirent comme ils l'avaient fait toute la journée. Elle ne prit pas la peine de détourner le regard. Elle les fixa avec le même silence froid qu'elle avait appris à porter comme une armure. Mademoiselle Coleman, commença le plus grand, les mains jointes sur la table comme un prédicateur prêt à annoncer une mauvaise nouvelle sous le sceau de la courtoisie, nous devons vous interroger sur ce qui s'est passé à la gare routière. Elle haussa légèrement un sourcil. Tu parles du moment où il m'a provoqué, ou de celui où je me suis défendu? Le vieil homme remua sur sa chaise, jeta un coup d'œil au dossier devant lui et dit, écoute, on n'est pas encore là pour juger quoi que ce soit, mais on a beaucoup d'yeux et beaucoup de pression de la part du département. Acha se pencha juste assez pour qu'il voie la fermeté de son regard. Bien, dit-elle. Parce que j'ai les noms, les dates et les copies des plaintes qu'il a enterrées. Ils marquèrent une pause. Pas longtemps, pas de façon évidente, mais juste assez pour qu'elle comprenne qu'elle avait touché un point auquel il ne s'était pas préparé. Le jeune inspecteur s'éclaircit la gorge. Nous connaissons son casier judiciaire, dit-il prudemment. Mais ce qui compte pour l'instant, c'est la tournure que prendront les événements. Elle entendait presque les rouages tourner derrière leur visage. Leurs calculs internes. Comment se protéger? Comment protéger le service? Comment la protéger sans lui donner trop de poids? Vous ne me faites pas payer, dit-elle sèchement. Ce n'était pas une question. Et vous n'êtes pas ici pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Vous êtes ici pour déterminer les mesures de protection nécessaires pour empêcher votre maison de brûler. Le vieil homme expira par le nez. Écoutez, dit-il, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Personne ne vous passe les menottes. Mais cette affaire va mal tourner. C'est le bordel depuis 5 ans, dit-elle. C'est le grand ménage. Le plus jeune se pencha en arrière et se passa une main dans les cheveux. Nous avons des gens qui réclament une enquête interne, a-t-il déclaré. Les avocats des droits civiques sont déjà sur place. Il ne reçoit aucune sympathie, si c'est ce qui vous inquiète. Je ne m'inquiète pas pour lui, dit-elle. Je m'inquiète pour ceux qui l'ont couvert. Ceux qui ont laissé ces mensonges ruiner des vies et qui ont continué comme si de rien n'était. Ils n'ont pas répondu. Ils sont restés assis là, coincés entre le devoir et l'inconfort, ne sachant pas s'ils parlaient à une victime, à une menace ou à quelque chose qu'aucune des 2 catégories ne pouvait expliquer. On frappa à la porte. Le jeune détective se leva, ouvrit et sortit un instant. À son retour, il était accompagné d'une personne mince, sûre d'elle, vêtue d'un costume bleu foncé et de lunettes qui lui donnaient une allure bien trop élégante pour le chaos dans lequel il s'engageait. Il sourit, doux mais ferme, et tendit la main à Acha. Mademoiselle Coleman, dit-il. Je suis David Harmon, avocat en contentieux civil, je vous représente à partir de maintenant. Elle lui serra la main sans hésiter. Sa prise était ferme, mais sans artifice. Elle appréciait cela. Il se tourna vers les enquêteurs. L'interrogatoire est terminé, dit-il calmement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les adresser par écrit à mon bureau. Mon client coopérera pleinement, mais pas sans la présence de son avocat. Ils acquiescèrent d'un hochement de tête raide. Elle se leva. Sa chaise racla, mais ne trembla pas. Elle le suivit hors de la pièce, dans un couloir qui sentait l'ammoniaque et les excuses bon marché, passant devant le guichet de réservation et le poste de prise d'empreinte digitale où elle portait encore le fantôme de son mois de 17 ans. Dehors, le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le trottoir et réchauffant le toit des voitures de patrouille. La brise apportait un léger bourdonnement de vie urbaine. Klaxon au loin. Rire d'enfants sur un parking voisin. Le bruit sourd d'une voiture qui passait. Elle regarda Harmon.
C'est grave, demanda-t-elle. Il marqua une pause. Assez grave pour ébranler le département, dit-il. Mais assez grave pour lancer quelque chose de plus grand. Asha hocha la tête, absorbant le poids de ce que cela signifiait. Il pensait que personne ne me croirait, dit-elle doucement. Il avait presque raison. Presque, dit Harmon. Mais pas cette fois. Et quand la justice échoue, la rue s'en souvient. Ce n'était pas seulement viral. C'était une prise de conscience. Alors que les vues atteignaient des millions et que les commentaires affluaient plus vite qu'ils ne pouvaient être modérés, Asha était assise au bord de son canapé d'emprunt. Sa mâchoire était serrée, ses bras croisés. Elle ressentait un étrange mélange d'exposition et de pouvoir qu'elle ne savait comment nommer. Malikika était assise à côté d'elle, son téléphone vibrait sans arrêt, des appels de journalistes, d'animateurs de podcasts, et même d'un agent d'une grande chaîne câblée. « On dit que tu es le visage de quelque chose », murmura-t-elle en parcourant les messages, s'arrêtant sur un message qui disait simplement « Merci d'avoir frappé l'histoire en plein visage ». Asha ne sourit pas, il ne voit qu'un coup de poing, dit-elle. Il ne voit pas les 5 années qui se sont écoulées. Dehors, un petit groupe de militants locaux avait déjà commencé à préparer un rassemblement. Rien de tape à accent grave-l'œil. Juste des bougies, des pancartes, des discours et cette chaleur vertueuse qui monte lorsque les blessures d'une communauté sont rouvertes en public. Asha n'avait rien demandé. Elle n'avait pas prévu de devenir un symbole. Elle voulait seulement survivre. Mais la vérité a tendance à se développer au-delà de sa source. La sienne était restée enfouie si longtemps que lorsqu'elle a finalement refait surface, elle n'a pas surgi doucement. Les présentateurs des journaux télévisés n'étaient pas d'accord. Certains ont qualifié cette colère de justifiée. D'autres l'ont jugée inquiétante. Certains ont remis en question le système. D'autres l'ont interrogé. Un expert a demandé si la justice d'autodéfense devenait acceptable. Un autre a répondu que nous devrions peut-être nous inquiéter davantage du fait que la loi continue de créer des victimes sans autre option. Mais les voix les plus importantes n'étaient pas derrière les micros. Elles venaient de personnes qui avaient vécu la même chose. Des femmes aux cicatrices similaires. Des hommes encore sous le coup d'arrestation pour des actes qu'ils n'avaient pas commis. Des mères qui avaient enterré leur fils après des contrôles routiers fatals. Ils ont envoyé des messages privés à Asha. Ils ont partagé des histoires. Ils ont envoyé des photos d'enfants portant des noms inspirés par la douleur et la survie. Un message disait « J'avais 17 ans aussi. Il m'a traité des mêmes noms. Tu m'as rendu ma voix. » Asha lut chaque mot. Certains la firent pleurer. D'autres la firent brûler. Tous lui firent comprendre que ce qui s'était passé à la gare routière ne la concernait pas seulement. Il s'agissait de chaque salle d'audience où un juge examinait quelqu'un comme si elle n'était pas là. De chaque badge utilisé comme une lame. De chaque excuse jamais présentée. De chaque promesse de justice morte avant d'être arrivée. David Harmon, son avocat, a réagi rapidement. Déclaration à la presse. Dépôt judiciaire. Demande d'accès au dossier personnel de l'agent. Nous ne défendons pas seulement votre nom, dit-il calmement. Nous dénonçons le leur. Chaque cas auquel l'officier avait eu affaire était désormais examiné de près. Et si je ne voulais pas être sous les projecteurs ? Lui demanda un jour Asha, la voix basse et les mains tremblantes. Ensuite, nous l'utilisons à bon escient, a-t-il dit, jusqu'à ce qu'il soit derrière vous au lieu d'être au-dessus de vous. Elle hocha la tête. Mais être vu n'était pas chose facile. La célébrité n'était pas son objectif. La justice, si. Et la justice ne venait pas des hashtags. Elle venait de la responsabilisation. Des changements de politique. Des systèmes reconstruits par ceux qu'ils avaient laissé tomber. Le soir du rassemblement, le parc était plein. Les gens étaient venus avec des bougies, des photos, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Exonérer ceux qui sont réduits au silence » et « Nous croyons Asha ». Quelqu'un lui a passé le micro. Elle n'avait pas de voix. Elle se tenait là, dans la lueur de dizaines de flammes vacillantes, et disait « Je ne l'ai jamais frappé pour ce qu'il a fait. Je l'ai frappé pour ce qu'il n'a jamais eu à payer. » La foule se tut. Puis quelqu'un murmura « Amen ». Un autre dit « Répétez ». Et soudain, l'espace entre eux se remplit d'une sorte de respiration partagée. Plus tard, lorsque les bougies se sont éteintes et que la foule s'est retirée, une fille d'une quinzaine d'années aux yeux noirs et aux cheveux tressés s'est approchée d'elle et lui a demandé « Est-ce que ça cesse un jour de faire mal ?»
Asha se pencha, la regarda droit dans les yeux et répondit doucement, non. Mais un jour, ça cesse de vous définir. C'était la vérité que la prison ne lui avait pas apprise. Ni le tribunal. Que la guérison ne signifiait pas l'oubli, et que la justice ne signifiait pas la paix. Cela signifiait que la blessure était enfin ouverte, visible. Elle resta là longtemps après le départ de tous. Une main sur le banc où son nom était gravé. Le vent se leva doucement. Elle ferma les yeux, tendant l'oreille. Ni pour les sirènes, ni pour les discours. Mais pour le bruit de quelque chose qui commençait. La vérité ne surgit pas par explosion. Elle surgit par rupture lente et silencieuse. Dans des traces écrites. Dans des souvenirs murmurés. Dans des rapports expurgés qui ne le restent pas éternellement. Une semaine plus tard, David Harmon s'assit en face d'elle dans un restaurant. Il posa sur la table un dossier suffisamment épais pour en plier les coutures. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il déballait quelque chose de dangereux. Il lui glissa quelques pages et lui dit, « Lis ceci et n'oublie pas de respirer. » Il s'agit de plaintes déposées contre l'agent Matthew Dorn, lui dit-il. Elle date de 15 ans. 17 au total. Toutes classées sans suite. La première était manuscrite, désespérée. Une mère a déclaré que Dorn avait bousculé son fils adolescent lors d'une fouille, lui laissant des ecchymoses en forme de doigts. Affaire classée. Preuves insuffisantes. L'agent a agi conformément au protocole. Elle passa au suivant. Une fille de 14 ans. Accusée de vol à l'étalage. Fouille corporelle dans la voiture de patrouille. Pas de vidéo. Pas de suivi. Il y a une tendance, dit David. Même langage. Mêmes excuses. Non différents. Même silence. Asha ne parlait pas. Ses doigts parcouraient les marges de la page comme si elle pouvait absorber la douleur par le toucher. Savait-il? Murmura-t-elle. Certains le savaient, répondit-il. D'autres ne demandaient rien. Les pires veillaient à ce que personne d'autre ne le sache non plus. Les affaires internes de la ville avaient lancé une enquête officielle. Discrètement au début. Puis les médias ont pris le relais. Demande d'archives publiques. Citation à comparaître. Revendications en matière de droits civiques. 1. Les citoyens se sont manifestés. Toutes les histoires n'étaient pas aussi visibles que celles d'Asha. Mais la douleur était réelle. Les dates s'alignaient. Les noms ajoutaient du poids. Un jeune homme nommé Terran a pris la parole dans un podcast. Il a raconté que Dorn l'avait arrêté à 19 ans. Il l'avait fait sortir. Il l'avait traité de menteur. Il avait passé un week-end en prison pour ne pas avoir retenu son numéro d'assurance assez vite. Un officier à la retraite a déclaré, sous couvert d'anonymat, que tout le monde savait que Dorn avait dépassé les bornes. Mais il obtenait des résultats. Et si vous le questionniez, on vous disait de choisir vos batailles. Le ministère a tenté de limiter les dégâts. Il a invoqué une question de personnel et a parlé de procédures régulières. Mais il était trop tard. La vidéo de la gare routière avait ouvert une brèche. Et maintenant, l'air s'engouffrait. La pourriture ne pouvait plus se cacher. Asha observait tout, de près comme de loin. Elle se sentait étrangère à sa propre histoire. On la qualifiait de courageuse. On la qualifiait d'imprudente. Mais plus personne ne qualifiait Dorn d'héroïne. Il a été placé en congé administratif le jour même où sa plainte a fait la une des journaux. À la fin de la semaine, le syndicat de police était resté silencieux. Un soir, Malikika était assise à côté d'elle sur le balcon. Toutes deux emmitouflées dans leur pull, les lumières de la ville vacillant en contrebas. « Tu sais qu'il est toujours à la maison, non » dit Malikika. Il regarde la télé. Il se sert un verre. « Je sais » dit Asha. Mais il ne dort pas tranquille. Plus maintenant. Elle ne voulait pas se venger. Pas comme ça. Pas la mort. Pas la destruction. Juste la visibilité. Elle voulait qu'il soit vu. Comme elle avait été vue. Exposée. Réelle. Et cela a tout changé. Les étudiants de l'université ont lancé des forums. Le conseil municipal a adopté de nouvelles règles de transparence. Une fresque murale a été installée. Son visage de profil. Calme. Stable. Au-dessus des mots,
la vérité ne s'efface pas lorsqu'elle est gravée dans les cicatrices. David a appelé. Ils ont rouvert 2 de ses premiers dossiers, a-t-il dit. Si même un seul persiste, cela pourrait entraîner une révocation de l'accréditation. Des poursuites pénales pourraient être engagées. Asha ferma les yeux. Elle laissa l'idée s'installer. Non pas comme une victoire, mais comme une justice qui prenait enfin forme. Il dira toujours que j'ai ruiné sa vie, dit-elle. Laisse-le faire, répondit David. Nous autres, nous écoutons enfin les vies qu'il a tenté d'effacer. Cette nuit-là, Asha relut les plaintes. Non pas pour souffrir, mais pour honorer. Ce n'étaient plus des dossiers oubliés. C'étaient des voix. Un cœur qui s'élevait. Le vent dans son dos. Et pour la première fois depuis sa prison, elle sentit quelque chose de solide sous ses pieds. Pas de rage. Pas même de survie. Mais un but. Mais avec le recul, ce n'était pas drôle. C'était de la peur déguisée en tradition. Puis est arrivée une femme nommée Denise, dont le fils adolescent avait porté plainte après que Dorn se serait cogné le visage contre un capot lors d'un contrôle de routine. Il a 25 ans maintenant, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Il sursaute encore à la vue d'une voiture de patrouille. Asha les regarda parler et sentit une sorte de feu et de glace la traverser. Ni de rage, ni de chagrin. Mais un étrange mélange perçant de tous les mots qu'elle avait digérés pendant 5 ans, qui s'élevait maintenant à la rencontre de l'air de la pièce. Quand ce fut son tour de parler, elle se leva lentement, les mains le long du corps, la voix posée. J'avais 17 ans, commença-t-elle. Je n'avais jamais eu d'ennui. Je n'avais rien volé. Mais il me regardait comme si j'étais déjà à ma place en cellule. Son regard ne cherchait pas la compassion. Elle laissait les mots en suspens. J'ai passé 5 ans à clamer mon innocence. Personne au pouvoir ne m'a cru. Mais eux, ils l'ont cru. Elle marqua une pause. Le silence retomba dans la salle d'audience. Même le bourdonnement des néons semblait s'être tu, comme si le bâtiment lui-même s'était arrêté pour écouter. Cette affaire ne vise pas à récupérer mes années. C'est impossible. Il s'agit de s'assurer que personne d'autre ne disparaisse derrière un mensonge. Après qu'elle se soit assise, David lui toucha légèrement le coude. Ce n'était pas un signe. Juste un rappel. Tu n'es plus seul. La défense a appelé Dorn à la barre, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il s'exprimait par phrases saccadées, le regard fuyant, manifestement préparé. Interrogé sur l'arrestation d'Asha, il a répondu « J'ai suivi ma formation ». Mais la salle n'a pas bougé sous ses paroles. Elle est restée immobile, impassible. Interrogé sur ses plaintes, ses réponses devenaient plus minces, plus difficiles à justifier. « Je ne m'en souviens pas », a-t-il répété à plusieurs reprises. « Je ne me souviens pas des détails. » À la fin de son témoignage, les seuls sons étaient le frottement des papiers et le souffle d'une ville regardant son reflet et n'aimant pas ce qu'elle voyait. Ce soir-là, alors que le palais de justice se vidait dans la lumière déclinante, Asha resta un instant seule sur les marches, à regarder passer des inconnus sans les reconnaître. Et cela la frappa, non pas tout ce qu'elle avait perdu, mais tout ce qu'elle avait récupéré simplement en se tenant dans cette pièce et en refusant d'être effacée. Le verdict est tombé un jeudi. Le genre de journée où il y a juste assez de vent pour faire flotter le drapeau du palais de justice sur les marches. Asha arriva tôt, assise dans le couloir devant la salle d'audience 3B. Ses mains étaient fermement jointes sur ses genoux. Sa respiration était lente et posée, comme si elle s'entraînait encore à ne pas paniquer à la vue d'un badge. Autour d'elle, le bourdonnement habituel des procédures juridiques se déroulait. Les greffiers marchaient d'un pas vif. Les avocats se saluaient d'un hochement de tête discret. Le bruit sourd des talons résonnait sur le carrelage. Mais dans sa poitrine, tout était immobile et bourdonnait à la fois. David était assis à côté d'elle, la posture détendue, les doigts parcourant les emails non lus qu'il ne lisait pas vraiment. « Peu importe ce qui se passe là-dedans, dit-il doucement, vous avez déjà changé quelque chose. » Asha hocha la tête, non pas parce qu'elle y croyait pleinement, mais parce qu'elle en avait besoin. « Je veux juste que la vérité ait un sens, murmura-t-elle. Cette fois, je veux qu'elle ait un coup. » À l'intérieur de la salle d'audience, le jury s'est présenté lentement, leurs expressions illisibles, de cette manière habituelle que les jurés apprennent après de longues journées et des nuits encore plus longues de délibération. La voix du juge était calme, officielle, teintée du poids de savoir que tout le monde dans la salle se souviendrait de ce jour.
Le jury a-t-il rendu un verdict, a-t-elle demandé. Un homme d'âge moyen au premier rang s'est levé et a dit, nous l'avons fait, votre honneur. Le temps ne s'est pas arrêté, mais il a ralenti. Comme la respiration des gens juste avant un accident. Ou une confession. Ou le genre de moment qui bouleverse l'image qu'une ville se fait d'elle-même. La greffière prit le papier, le déplia soigneusement et le tendit au juge. Elle le parcourut rapidement du regard. Elle hocha la tête. Dans l'affaire Coleman contre la ville, a-t-elle commencé, nous nous prononçons en faveur du plaignant. Il n'y eut ni applaudissement, ni éclat de voix. Juste un silence si profond qu'on avait l'impression que tous les participants à la salle d'audience retenaient leur souffle en même temps. Asha cligna des yeux, la gorge serrée. Non pas sous le choc, mais sous l'effet d'une sensation plus douce. Plus forte. Une sorte de soulagement qu'elle ignorait contenir. Elle ne regarda pas Dorn. Elle n'en avait pas besoin. Il était assis de l'autre côté de l'allée, les mains jointes. Les lèvres serrées, comme s'il ruminait tout ce qui, selon lui, le sauverait. Il ne prononça pas un mot. Il ne bougea pas. Le tribunal a ordonné le versement de dommages et intérêts, une lettre d'excuse officielle de la ville, ainsi qu'un réexamen immédiat de la situation de Dorn en matière de pension et de sa participation à toutes les enquêtes en cours auxquelles il avait eu accès. La voix de la juge resta ferme, posée. Mais son regard s'attarda sur Asha un instant plus longtemps que nécessaire. Comme pour dire, je te vois. Et eux aussi. Dehors, l'air semblait plus léger. Plus frais, en quelque sorte. Comme si quelque chose dans l'atmosphère avait suffisamment changé pour qu'on le remarque. Les journalistes attendaient sur les marches du palais de justice, les micros tendus, les questions affluant. Mademoiselle Coleman, comment vous sentez-vous? Pensez-vous que justice a été rendue aujourd'hui? Que veux-tu dire à ceux qui ont vécu la même chose que toi? Asha s'arrêta au bord de la foule. Elle regarda dans les verres qu'il avait autrefois dépeintes comme une criminelle et répondit sans détour. Ce n'est pas la fin. C'est à cela que commence la responsabilisation. Une véritable justice aurait signifié que ce procès n'aurait jamais été nécessaire. Cette nuit-là, dans le petit appartement qu'elle partageait désormais avec Malikika, elle s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant les phares défiler comme des fantômes silencieux. Malikika la rejoignit sans un mot. Elle lui tendit un journal plié titré « Exonérée et victorieuse ». Asha Coleman gagne son procès civil contre l'agent Dorn. Asha lut les mots lentement, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. C'est drôle comme il prononce mon nom maintenant, dit-elle. À l'époque, il m'appelait simplement « suspecte ». Malikika lui toucha doucement l'épaule. Tu vaux bien plus que ce qu'ils t'ont fait, dit-elle. Tu as toujours été bien plus que ça. Asha n'a pas pleuré. Elle n'en avait pas besoin. La douleur intérieure n'était pas due à la tristesse. Elle était due à l'espace qui s'ouvrait enfin là où la honte régnait auparavant. Elle ferma les yeux et se laissa aller dans ce calme rare. Ce genre de silence qui ne ressemblait pas à une punition, mais à une paix intérieure. Et de l'autre côté de la ville, l'homme qui l'avait autrefois réduite au silence était assis seul dans son salon sombre. Sans retraite. Sans travail. Sans bouclier pour se cacher. Il regardait le même titre défiler au bas de sa télévision. Pour la première fois, ce n'était pas sa vie qui était sous le microscope. C'était la sienne. Et il ne serait plus possible de fermer ce rideau. La fresque est apparue pendant la nuit. Peinte en silence, elle séchait encore à l'aube. Son visage au doux ton or et cendre. Ni provocateur. Ni en colère. Mais calme. Inébranlable. Ses yeux fixés sur le trottoir où elle se tenait autrefois. Ses poings serrés. Sa bouche close sur une vérité que la ville commençait enfin à entendre. Sous son portrait, en traits blancs audacieux, se trouvaient les mots. Elle se tenait debout. Il est tombé. La justice s'est levée. Personne ne l'a réclamé. Aucun artiste ne s'est manifesté. Mais personne n'y a touché non plus. Même les employés municipaux envoyés pour inspecter les plaintes concernant les graffitis ont levé les yeux vers le panneau, ont hoché la tête doucement et sont partis. Asha l'a appris par Malikika, qui lui a envoyé une photo par SMS à 6 heures du matin avec une simple légende, « Tu appartiens à la ville maintenant ». Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'y est rendue seule. Un sweat à capuche enfilé sur ses tresses. Les mains dans les poches.
laissant la lumière matinale illuminer les bords de la fresque comme si elle allumait une bougie. Elle resta longtemps devant, écoutant non pas les voitures, ni les pas, ni le bruit lointain d'un moteur de bus, mais le silence intérieur. L'endroit où le chagrin résonnait autrefois comme des chaînes. De l'autre côté de la rue, un groupe de lycéens passait, riant, se poussant les uns les autres, se déversant sur le trottoir. L'un d'eux la remarqua. Il se figea en plein pas et donna un coup de coude à son ami. « Et » murmura-t-il en pointant du doigt. « C'est elle. » Acha se tourna légèrement, croisa leurs regards et leur adressa un léger signe de tête. Ni de fierté, ni d'invitation, mais de reconnaissance. Ils n'ont pas accouru. Ils n'ont pas demandé de photos. Ils restèrent là un moment, silencieux, avant de reprendre leur route. Leur voix était un peu plus douce, comme s'ils passaient devant un lieu sacré. Plus tard dans la semaine, le conseil municipal a voté à l'unanimité pour accélérer l'adoption d'une loi imposant l'accès du public aux historiques de plaintes contre la police et aux images des caméras corporelles dans les 30 jours suivant tout incident de recours à la force enregistré. Un journaliste a demandé à un membre du conseil si les nouvelles lois étaient le résultat direct des événements récents. L'homme a simplement dit « Nous n'allons plus faire semblant ». Acha n'a pas assisté à la réunion. Elle l'a suivi en ligne depuis sa cuisine, les mains serrées autour d'une tasse ébréchée. Les yeux fixés non pas sur les intervenants, mais sur le silence entre leurs paroles. Le changement n'a pas toujours besoin d'applaudissements. Parfois, il fallait juste de l'espace. Dans les semaines qui ont suivi, elle a été invitée à prendre la parole dans une douzaine d'écoles, de bibliothèques, d'églises et de centres de jeunesse. Au début, elle a dit non à tous. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait à offrir qui n'avait pas déjà été crié, tweeté, débattu. Puis vint une lettre manuscrite. D'un professeur d'un lycée alternatif du quartier sud. Écrite à l'encre bleue. En minuscules caractères d'imprimerie. Mes élèves ne font plus confiance à la justice. Ils croient à peine au lendemain. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui a survécu. Elle se tenait devant eux le jeudi après-midi suivant, sous les lumières vacillantes du plafond, dans une salle de sport qui sentait le vieux bois et les baskets neuves. Pas de podium. Pas de micro. Juste sa voix. Posée et basse. Je ne suis pas ici parce que je suis spécial, leur a-t-elle dit. Je suis ici parce que quelqu'un a essayé de m'effacer, et je l'ai empêché. Un garçon au premier rang a levé la main et a demandé « Aviez-vous peur tout le temps ?» Acha hocha la tête. « Oui, dit-elle. Mais je n'ai pas laissé cette peur raconter mon histoire à ma place. » Ce soir-là, elle repassa devant la fresque. Cette fois, sous les lampadaires. Les couleurs s'étaient adoucies dans l'air frais. Mais le regard restait présent. Observer. Se souvenir. Se souvenir. Elle s'assit sur un banc à proximité. Celui qu'ils avaient repeint après le procès. Elle a sorti un petit carnet. Ce n'était ni un discours, ni une déclaration. Juste des pensées éparses. Des bribes de souffle qu'elle n'avait pas encore expirées. De l'autre côté de la ville, Dorn vivait tranquillement dans un petit appartement au-dessus d'une pharmacie fermée. Pas de travail. Pas de visiteurs. Pas de plaque signalétique sur la porte. De temps en temps, quelqu'un le reconnaissait à l'épicerie et lui murmurait quelque chose, mais personne ne s'approchait. Le poids du silence, autrefois une arme qu'il utilisait pour contrôler les autres, l'enveloppait désormais comme un brouillard, froid et constant, impossible à dissiper. Acha ne pensait pas souvent à lui. Non pas par pitié, mais parce qu'elle avait gagné en clarté. Il n'était plus le sujet. Ce qui comptait, ce n'était pas la façon dont il était tombé. C'était ce qu'elle avait construit là où se trouvait son ombre. Et tandis que les bus passaient chaque matin devant cette fresque, remplie d'enfants, d'infirmières et d'hommes fatigués tenant des thermos, la ville commença peu à peu à porter son nom. Non pas comme un titre, mais comme un souvenir qu'elle refusait d'oublier. Le cimetière se dressait sur une colline, juste à l'extérieur de la ville, calme et balayé par le vent. Des rangées de pierres tombales basses s'inclinaient légèrement, comme courbées sous le poids du souvenir. L'herbe fraîchement coupée était parsemée de violettes sauvages qui s'étaient glissées à travers la clôture, poussant là où personne ne les invitait, mais où personne n'osait les arracher. Acha marchait lentement, les mains dans les manches de sa veste, un morceau de papier plié ramolli dans sa paume par la chaleur de sa main. Elle n'était pas venue ici depuis les funérailles, 5 ans plus tôt, lorsqu'elle se tenait là, vêtue d'une robe noire trop petite, près d'un trou dans la terre qu'elle n'avait pas le droit d'aider à creuser.
Les gardes s'étaient tenus juste assez loin pour lui rappeler qu'elle était là pour un temps emprunté ou enchaînée aux chevilles, les lèvres serrées tandis qu'il déposait sa mère sous terre. Il ne l'avait pas laissé toucher le cercueil. Il ne l'avait pas laissé parler. Maintenant, elle marchait seule entre des rangées de noms qu'elle ne connaissait pas, chaque pierre étant un petit silence dans le vent, jusqu'à ce qu'elle trouve celle qui comptait le plus. Margaret Colomon. Mère bien-aimée. Esprit féroce. Rappelé trop tôt. Les lettres s'étaient légèrement estompées, mais leur force était restée intacte. Asha s'agenouilla, les genoux enfoncés dans la terre humide. Elle déposa le papier sur la tombe comme une offrande. C'était le verdict officiel du tribunal. Signé. Scellé. Son nom imprimé en gras à côté des mots, plaignant accordé. Cela ne ressemblait pas à la justice, pas entièrement, mais cela ressemblait à la vérité. Et la vérité, rendue après avoir été volée pendant des années, était une sorte de résurrection. Au début, elle ne parla pas. Elle se contenta de tracer les contours de la pierre du doigt, respirant le silence comme s'il allait lui répondre. « Maman » murmura-t-elle d'une voix basse et posée. « J'ai fait tout ce que j'avais dit. J'ai blanchi mon nom. Je les ai obligés à le dire à voix haute. Je me suis fait voir. » Le vent souffla, faisant bruisser quelques feuilles sèches à proximité, les soulevant en une douce spirale avant de les laisser retomber. Asha les regarda se poser sans cligner des yeux. « Ils ont failli me prendre aussi, » a-t-elle dit. « Pas seulement mon temps. Pas seulement mon palmarès. Ils ont essayé de me prendre qui j'étais, ce que j'aurais pu être. » Elle s'assit sur ses talons, laissant ses mots atterrir comme des pierres entre eux, comme si sa mère écoutait encore depuis un coin du ciel. « Mais je suis revenu. Pas par pardon. Pas par paix. Je suis revenu parce que tu n'as jamais cessé de croire en moi, même quand j'ai failli y renoncer. » Elle fouilla dans son manteau et en sortit une petite marguerite blanche artificielle, en plastique, comme celle que sa mère gardait sur le rebord de la fenêtre dans un bocal en verre ébréché. Elle la déposa délicatement sur la tombe et posa sa main à côté. Paume vers le bas, doigts écartés sur le nom qui ne l'avait jamais trahi. Puis quelque chose bougea. Un papillon jaune pâle se posa doucement sur le bord de la pierre. Il resta un instant trop long pour être une coïncidence, ses ailes se repliant et se dépliant comme un souffle. Asha l'observait. Elle ne savait pas si elle croyait au signe, mais celui-ci n'avait pas besoin de sa permission pour avoir de l'importance. Elle sourit. Pas pour les caméras. Pas pour le tribunal. Juste pour elle-même. Lorsqu'elle se releva enfin, le vent s'était calmé. Le ciel commença à s'ouvrir, les nuages s'écartant comme des rideaux sur une scène, laissant un rayon de lumière chaude se répandre sur le chemin. Elle regarda une fois de plus la tombe, hocha la tête et murmura « Je vais bien maintenant ». Alors qu'elle se dirigeait vers le portail, ses pas craquant doucement sur le gravier, son ombre s'étendait loin derrière elle. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression qu'elle la poursuivait. Il suivait simplement, calme et silencieux, comme le devrait être la mémoire. Non pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à porter doucement à deux mains. Et quelque part entre les arbres et la pierre, entre l'adieu et le recommencement, Asha Coleman entra dans l'écho de son propre silence et découvrit que, cette fois, cela ne faisait pas de mal d'écouter. Une année s'est écoulée, ni précipitée, ni oubliée, mais mesurée en victoires silencieuses et en petits choix qui ont construit quelque chose de plus stable que la survie. Asha enseignait désormais à temps partiel dans un centre de jeunesse local. Non pas comme un symbole. Non pas comme un sauveur. Mais comme quelqu'un qui savait ce que c'était que d'être mis à l'écart avant même que son histoire ait pu commencer. Le bâtiment était vieux. Murs de briques, sol en linoléum craquelé, fresques peintes par des mains trop jeunes pour savoir ce que signifie la permanence. Mais à l'intérieur, on respirait comme une seconde chance. La plupart du temps, elle s'asseyait en cercle avec des adolescents dont le regard était trop lourd. Elle les laissait parler à leur rythme. Elle laissait les silences se prolonger sans se précipiter pour les combler. Certains avaient des antécédents. D'autres étaient en colère. D'autres encore posaient des questions que personne ne prenait au sérieux. Mais quand elle parlait, ils l'écoutaient. Non pas parce qu'elle parlait fort, mais parce qu'elle ne dérogeait jamais à la vérité. « Je ne suis pas là pour vous effrayer », leur a-t-elle dit. « Je suis là parce que je sais ce que l'on ressent quand le monde a déjà décidé qui on est avant même qu'on puisse parler. » Un après-midi, une fille nommée Chiara s'est approchée, tenant un carnet de croquis contre sa poitrine comme une armure. « Mademoiselle Coleman, dit-elle d'une voix à peine chuchotée.
Mon frère est incarcéré pour un crime qu'il n'a pas commis. Ils ont dit qu'il correspondait à la description. Asha ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Chiara dans les yeux et y vit la même douleur qu'elle portait autrefois comme une seconde peau. « Apporte-moi les papiers, dit Asha. On lira chaque mot ensemble. » Plus tard dans la soirée, Asha rentra chez elle dans des rues qui ne lui semblaient plus menaçantes, mais pleines de souvenirs. La fresque murale était toujours intacte. Son nom était entré dans le langage du quartier. Ni crié, ni vénéré. Juste connu. Au magasin, le caissier a dit « Bonsoir, mademoiselle Coleman », avec l'aisance de quelqu'un qui la connaissait. Le garde-barrière a levé 2 doigts dans un salut silencieux. La ville ne l'avait pas couronnée. Elle ne l'avait pas sauvée. Mais elle l'avait écoutée. Et parfois, cela suffisait. Dans son appartement, elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait mérité le silence, et non comme quelqu'un qui y était condamné. Elle cuisinait lentement. D'une main, elle remuait les pâtes tout en feuilletant un recueil de poésie de l'autre. La fenêtre était entr'ouverte, laissant entrer la brise et une faible musique soul provenant d'une voiture garée en bas de la rue. Un peu rauque, mais chaleureuse. Elle souriait, fredonnait, ancrée d'une manière que les murs de la prison n'avaient jamais permis. Sur sa table de nuit se trouvait une lettre d'un collège communautaire, lui offrant un poste rémunéré pour enseigner un nouveau cours, Histoire et pouvoir, écrire à travers l'oppression. Elle n'avait pas encore dit oui. Elle se demandait encore si les institutions la méritaient à nouveau. Mais elle plia soigneusement la lettre et la plaça à côté de son carnet préféré, celui rempli de mots qu'il avait autrefois maintenu en vie. Le lendemain matin, elle se rendit au centre de détention où elle avait été détenue enchaînée. Cette fois, elle entra par la porte d'entrée, badge d'autorisation accroché à sa chemise, un dossier de ressources à la main. Dans une petite pièce sans fenêtre, elle était assise en face d'une jeune fille à peine plus âgée qu'elle au début. Son regard oscillait entre l'espoir et la peur. Asha se pencha. « Cet endroit ne sera pas la fin de ton histoire, dit-elle. Sauf si tu le laisses faire. » Plus tard, debout près de la clôture grillagée, le soleil se leva derrière elle. Elle ferma les yeux et le laissa réchauffer son visage comme une douce bénédiction. Son passé ne la poursuivait plus. Il était simplement là. Comme une cicatrice. Visible, mais guérie. Elle n'a pas tout pardonné. Elle n'a pas oublié. Mais elle a fait la paix avec la forme de son propre nom. Et quelque part dans la ville, une jeune femme a pris un stylo parce qu'elle avait vu l'histoire d'Asha dans un livre, ou sur un mur, ou dans un discours et a réalisé que sa voix pouvait aussi compter. C'était le chapitre qu'Asha ne pouvait pas écrire. Mais elle savait qu'il viendrait. Elle avait été autrefois un numéro de dossier, un visage oublié derrière une vitre. Maintenant, elle était le dernier chapitre de sa propre histoire. Et personne d'autre n'écrirait la fin. Parce que parfois, la justice n'est pas rendue dans une salle d'audience. Elle naît d'une voix qui refuse de rester étouffée. L'histoire d'Asha Coleman nous le rappelle, la dignité ne se donne pas. Elle se reconquiert. Morceau par morceau. Contre toute attente. Elle a été réduite au silence. Piégée. Oubliée. Mais elle n'a jamais disparu. Et quand le moment est venu, elle s'est relevée. Pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux à qui on avait dit qu'ils ne comptaient pas. Son voyage n'était pas une question de vengeance. Ce n'était même pas une question de rage. C'était une question de vérité. D'abord murmuré. Puis repris par un quartier. Une ville. Et peut-être, un pays prêt à se souvenir de ce qu'il a tenté d'oublier. Pour ceux qui ont vu la justice retardée, refusée ou déformée, ces histoires ne sont pas de la fiction. Ce sont des avertissements. Et des appels à l'action. Si cette histoire vous a ému, si vous vous êtes reconnu en Asha ou dans le silence qu'elle a brisé, ne la gardez pas pour vous. Partagez-le. Exprimez-le. Et n'oubliez jamais, le passé ne reste jamais enfoui. Il attend. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un d'assez courageux pour y entrer, et ne pas cligner des yeux.